lundi, on va partir avec Baïla, bonsoir. Et bienvenue dans cette émission, Baïla, un petit peu souriant. Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un grand retour. Hein. Oui, merci. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé, Dieu merci. Dieu merci. Et permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour ces mêmes ministres, ces mêmes anciens dignitaires. Et c'est vrai que leur situation n'est pas facile. On parle souvent, effectivement, de ceux qui sont en prison, ceux qui sont sous contrôle. Il y a d'autres qui subissent à peu près la même chose. On parle souvent de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont sous contrôle judiciaire, mais on parle rarement de ceux qui sont en quelque sorte prisonniers à ciel ouvert. Mais sauf que ceux qui sont dans les deux situations. Hein. Comment? Non, ils ne sont pas dans les mêmes situations. Je dis, ils sont dans les deux situations. Compte bloqué, mais aussi à la maison centrale. Oui, justement. C'est différent de celui qui est à la maison au moins. Oui, mais ça n'enlève rien au fait que, comme je dis, on parle souvent de ceux qui sont détenus à la maison centrale, de leurs questions de santé, de leurs procédures, etc. Et on ne parle rarement de ceux qui ne sont... Écoutez bien ce que je dis. De ceux qui ne sont ni détenus à la maison centrale, ni même sous contrôle judiciaire. Parce qu'il y en a qui sont ni inculpés. C'est-à-dire, il y en a donc qui n'ont même pas, en fait, dans les faits de démêlés judiciaires, à part peut-être l'injonction aux fins de poursuite, la liste, qui sont sur la longue liste, mais qui, pour le moment, n'a pas eu de suite judiciaire comme une inculpation. Donc, il y en a qui sont là, qui ne sont pas poursuivis par la justice officiellement, mais qui ont leur passeport bloqué, qui ont leur liberté de mouvement bloquée. Oui. Donc, c'est une situation qui est aussi différente de la situation de ceux dont on parle souvent, mais qui est aussi regrettable. Et qui est d'ailleurs d'autant plus regrettable que, justement, il n'y a pas de décision de justice qui appuie cette restriction, on va dire, de liberté, alors qu'on pourrait dire que pour les autres, peut-être, ils sont sous mandat de dépôt, ils sont devant la chambre de jugement, mais il y a d'autres aussi qui sont là, voilà. Donc, il faut avoir une pensée à eux, parce que ce n'est pas facile également. Ça fait presque 2 ans. Ça fait presque 2 ans. Merci, Baïla. Oui, on va continuer. Eh bien, c'est traditionnel, salutation et bonsoir à Alpha Mamadou Diallo. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir à tout le monde. J'ai été dépourvu par Sékou Keita et Baïla Amadou Traoré. Oui, ils ont été trop bavards, mais c'est bien parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Bavard aurait suffi. C'est vrai, ils sont bavards, mais c'est bien parce qu'ils ont indexé de doigts des situations qui sont des réelles. Situations intéressantes qui peuvent susciter. Quand ils parlent des choses qui n'intéressent pas apparemment assez de personnes. Oui. Et ça, c'est très intéressant de penser à ce à quoi les gens ne pensent pas. Et bonsoir à vous, Tierno Amadou Moné Camara, qui était appelé à être panéliste quelque part. Allez-y. Animateur d'un panel quelque part. Non, pas du tout. C'est ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est un panel qu'il anime. Non. Un autre genre de panel. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez panel. Nous, on appelait ça... Il était appelé à animer un grand panel. Non, c'est pas ce qui est important. Je voudrais juste faire mienne les dénonciations qui ont été faites tout à l'heure par Baïla et le chef de notre section. Oui. Et puis... chef de section il n'a qu'à continuer. Je parle de cette dénonciation qui a été faite parce qu'effectivement, comme l'a dit Baïla, il y en a qui ne sont pas effectivement en prison et à qui pourtant on ne reproche rien sur le plan légal, mais qui ne peuvent pas sortir. Mais ce qu'il faut dénoncer dans ça, parce qu'il y en a qui ont eu le drame, je l'appelle ainsi, d'être nommés en fait à des hautes fonctions très jeunes, qui ont été très jeunes, qui ont eu la chance par leur brillance et leur bravoure et tout ça, par leurs compétences, ils ont accédé à des hautes fonctions de directeur général, de ministre de tel, et qui ont des compétences à faire valoir. Ce sont des gens aujourd'hui à qui on a interdit de sortir du territoire. Non seulement on ne les paye pas, ils ne sont pas salariés, on bloque leur compte, mais ils ne peuvent pas aller postuler ailleurs pour trouver du travail et nourrir leur famille, faire valoir leurs compétences. C'est assez grave parce que dans le lot, et c'est cette injustice qu'il faut aussi dénoncer, dans le lot, on tire quand même. Il y a l'ancienne ministre des TP d'Alpha Condé qui a été nommée quand même ministre ou conseillère, en tout cas, elle est chargée des priorités présidentielles. Mais elle est partie, non? Non, elle est chargée des priorités. Ministre des Travaux elle est chargée, elle est dans la villa. Vous parlez de quel ex-ministre? Je parle de l'ancienne ministre des Travaux publics.
vous dépassez son bureau à droite avant d'arriver à la grande cour de Mohamed V. Oumou Kamara. Non, pas Oumou Kamara, je parle de Émilie Diaby. Je ne parle pas de Oumou Kamara. J'ai dit Émilie, c'est Keita qui me dit non, c'est pas Émilie. C'est Émilie, mais Émilie était partie, non? Émilie a été la dernière ministre des Travaux publics d'Alpha Condé. C'est elle qui a remplacé Moustapha Naïté. Je suis d'accord. Elle n'est partie nulle part. Je dis qu'elle a bénéficié d'un décret. Elle a bénéficié d'un décret. Oui, elle est directrice générale du bureau de suivi des priorités présidentielles. En réalité, c'est la ministre des ministres. BSPP. Voilà, parce que les ministres passent devant elle pour ce qui est des priorités présidentielles. C'est aujourd'hui elle qui s'occupe de ce poste. Mais il y a aussi d'autres qui sont partis. Il y a Mamakani qui est parti. Il y a l'ancien ministre des Transports qui était revenu de Russie, là, qu'Alpha avait ramené de la Russie, qui est parti aussi. Mais il y a qui d'autres encore? Il y a beaucoup qu'on a laissé faufiler, mais d'autres qu'on a maintenus là. Je parle par exemple de Tibou Kamara qui est dans un état de malade depuis très longtemps, mais à qui on a interdit de sortir. Et beaucoup d'autres, l'ancienne ministre. Oui, mais Tibou était malade à un moment, vous le savez, vous et moi. Et il y a aussi, le ministre, il y a des jeunes ministres que je peux nommer. C'est par exemple l'ancien ministre de l'Information, Amara Somparé, c'est l'ancien ministre des Télécommunications, Oumar Saïd Koulibaly, et beaucoup d'autres ministres qui ont bénéficié comme vous citez des anciens internationaux. Il y a aussi l'ancien ministre des Investissements et des Partenariats publics. Non, lui par contre, il a eu un poste. Oui, mais il est aussi privé de son passeport. Sauf que lui, non, je ne dis pas que. Et il n'a pas eu un poste, pas dans le public. Non, mais il est quand même dans une entreprise de la place où il a un bon salaire, il a quand même un véhicule de service. Sa situation n'est pas à comparer à celle de ses anciens ministres à qui on a. Il est dans la même situation administrative. Voilà, maintenant, par rapport, ça c'était. Oui, rapidement. Maintenant, l'autre chose que je voulais dénoncer, oui, rapidement. Il y a quand même, parce qu'on parle de justice, hein, et puisqu'on en parlera tout à l'heure avec le ministre Sarwet, c'est quand même le désastre. Je t'ai envoyé là, à l'entame de l'émission, je t'ai vu regarder ton téléphone, mais j'ai eu l'impression que tu n'as pas vérifié. Je t'ai envoyé un acte du ministre de l'enseignement technique et le ministre de l'éducation, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, le ministre Guillaume Hawi, l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Qui prend un acte. Et qu'est-ce qu'il a dit, Tcherna Amadou? Qui prend un acte. Oui. Je vais bien voir le terme pour ne pas tomber dans la désinformation, qui exclut l'élève qui a frappé la dame à Sigiri de tout le système éducatif guinéen. Oui, exactement. Si vous voulez, je lis juste un paragraphe. Allez-y. C'est pourquoi lui, le ministre, nous décidons à titre conservatoire, en attendant une décision de justice sur la question et jusqu'à nouvel ordre, d'exclure de tous les établissements scolaires et d'ajourner jusqu'en 2025 l'élève dans les coordonnées. Et c'est un acte, vous ne savez pas si c'est un arrêté, une décision, si c'est la nature de l'action. La nature, non seulement ça, mais ce qui est plus grave, c'est que c'est un ministre de la République. Il y a la direction préfectorale de l'éducation, l'inspection générale de l'éducation, la direction préfectorale de tout ça, il y a le secrétaire général de tout ça. C'est un ministre de la République qui prend un acte pour exclure un élève du système éducatif pendant combien d'années? 2 ans. Et ça, il ne se fonde malheureusement sur aucune loi, aucun règlement intérieur, rien. Parce qu'il est ministre de l'Éducation, il prend un acte et il exclut un élève guinéen du système éducatif guinéen jusqu'en 2025. Alors que le directeur préfectoral juste exactement. C'est quand même extraordinaire que des gens qui viennent de... Oui, mais il y a une chose aussi, peut-être qu'avec le directeur préfectoral, il ne pourrait peut-être sanctionner l'enfant, l'interdire peut-être d'étudier sur la surconstruction. Non, mais attention. Mais quand c'est au niveau national, attention. Ça, c'est le ministre. Non, je comprends ce que vous dites. Mais il y a énormément d'incongruités dans ça. On a 2 juristes qui sont avec nous. Et toute décision d'un responsable administratif doit se reposer. Il se fonde sur une loi. Le ministre aurait cité un seul article du règlement intérieur ou alors le visa ou alors le règlement. C'est pourquoi je vous disais ici la fois dernière quand mon cher Baïla disait qu'il y avait ça. Je demandais simplement est-ce que les examens nationaux, toutes les réformes dont on parle, est-ce que les examens en Guinée ont des règlements intérieurs pour
dire que voilà quand un élève est fautif, voilà la sanction, voilà qui est prévue pour tel type de sanction. Mais ce n'est pas un ministre qui doit se retrouver dans son bureau et décider en fonction de ses humeurs de sanctionner un élève ou pas. Ça doit se reposer sur une loi. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau et exclure le fils d'un paysan là-bas pendant 2 ans. Vous lui dites qu'il ne fréquente pas l'école. Moi, c'est des choses et ça se passe à longueur de journée, comme on le dit. Des gens qui se substituent à la loi et qui pensent qu'ils sont tout permis et qui prennent des actes quand ils sont haut placés et des actes qui ont des incidents négatifs sur la loi. Ça n'a pas les circonstances. D'abord, le document que Tcherno m'a envoyé, effectivement, il n'est pas complet parce que je ne vois pas la signature du ministre. Non, si, je te l'envoie aussi, il y a la signature du ministre. Si dans la deuxième partie, il vise autre chose que ce que je vois ici. Mais en partant du document d'abord, et pour compléter l'information qu'a donnée Tcherno, il faut dire d'abord qu'est-ce qu'on reproche à l'élève, ou bien c'est connu. Justement. On a frappé la surveillance. C'est important quand même de le rappeler. Non, il faut le rappeler d'abord. C'est un élève qui est accusé d'avoir violenté une enseignante, une surveillante au niveau... Voilà. On a vu le sang. Oui, c'est pénal. D'ailleurs, il fait en tout cas une référence à ça. Il dit c'est pourquoi nous décidons à titre conservatoire, en attendant une décision de justice sur la question et jusqu'à nouvel ordre, d'exclure de tous les établissements scolaires et d'adjourner jusqu'en 2025 l'élève dont les coordonnées suivent. Donc, ils évoquent la procédure effectivement judiciaire. Maintenant, je suis d'accord que sur le pan, en tout cas, de la lettre que j'ai ici, il n'y a pas le fondement. C'est aussi qu'au-delà des sanctions pénales, il peut y arriver qu'il y ait des sanctions aussi, justement, administratives. Et le ministre est une autorité administrative. Le ministre, souvent, en tout cas, a dans les règlements, il est souvent prévu ce pouvoir de sanction. Maintenant, comme c'est un acte administratif aussi, c'est un acte administratif qui peut être, dont la légalité peut être évidemment attaquée devant le juge administratif. C'est au juge administratif d'apprécier la légalité ou non d'un tel acte. Même c'est loin de défendre l'élève, parce que ce que l'élève a fait, si c'est établi par la justice, c'est extrêmement grave. On a vu, le sang a coulé. C'est très grave, il doit être sanctionné, on est d'accord. Mais ce qu'on a fait, je me dis, on a renversé un peu la pyramide. Ah, vous dites c'est conservatoire, mais vous prenez sur une période de 2 ans, à supposer qu'il ait un jugement et qu'il soit reconnu non coupable. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'était mieux peut-être d'attendre que l'élève soit... Mais l'autre incongruité, c'est que ça, non, monsieur le chef de la section, c'est qu'en réalité, on se bat, les partenaires financent le système éducatif, et le résultat en fin d'année, c'est même ça, le taux et tout ça, c'est d'augmenter le taux de scolarisation des enfants. Pourquoi ne pas orienter cette sanction autrement? Pourquoi orienter la sanction sur l'interdiction de l'enfant à accéder à l'école? Pendant qu'on se bat pour augmenter le taux de scolarisation, on fait de cette scolarisation le moins de sanctions. Mais la violence n'a pas la place dans l'école. Ça aussi, c'est clair. Mais il y a tellement de sanctions. Et l'exclusion est une sanction qui existe. Et partout dans le monde. Et beaucoup en Guinée aussi. On a souvent exclu des élèves d'une école. Mais est-ce que c'est normal? Non, mais ça existe en tout cas dans la graduation. Mais sauf qu'il y a 2 aspects qu'il faut répondre. Est-ce que celui dont on parle est un mineur ou pas? C'est une question aussi à laquelle il faut répondre. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, on nous apprend que ses parents ont été arrêtés. Ça, c'est un aspect. Que ses parents ont été arrêtés. Ce qu'on est en train de dire, il peut être sanctionné, il peut même être radié de l'effectif, peut-être. C'est possible. Mais ce dont on parle, il faudrait qu'il y ait d'abord un jugement et qu'il soit dûment établi c'est lui qui est responsable et qu'il n'y a aucune situation atténuante. Et après, les sanctions peuvent suivre conformément soit au règlement intérieur, parce que tout est quand même prévu. Tout est prévu, mais que ça ne soit pas... Même la pyramide, est-ce qu'il revient au ministre de sauter justement la direction préfectorale et même régionale et tout pour venir prendre de telles décisions? Je pense qu'il y a un peu de l'émotion. Il y a certainement l'envie peut-être de prouver qu'on est rigoureux
dans la gestion des problèmes, je crois que ça, c'est vraiment... Je ne dirais pas et puis on pouvait laisser ça à la direction préfectorale de l'éducation. Il a un conseil juridique, hein, le conseil juridique. Oui, mais là, il s'est vraiment planté. Qui est ce conseil juridique? Il s'est planté.